Nous voulons résoudre cette question, allons dans le social, allons vérifier les vies. Sur 100% de ces propos, 80% ne réparent pas ce qui est extra-patrimonial, les gens qui ont été tués. Les Gédéon qui a tué, c'est là que je dis. Où les gens ont été tués. Attendez. Alors, si nous devons prêcher aux Congolais qu'il ne faut pas payer l'impôt parce que les routes sont en état de dégradation, attention, ça veut dire quoi? Les entreprises ne doivent pas être considérées comme vos poches. Vous avez des preuves. Vous n'avez pas de preuves, il faut parler d'histoire avec preuves. Moi je ne crois pas. Yav de Colosie. Ils se sont attaqués Yav qui avait demandé publiquement pardon. Non, mais il a demandé. Il a demandé publiquement à qui? C'est une ribambelle de partis politiques au sein du FCC, tout autour d'une seule personne. Mais ils disent que c'est d'un idéal, les Congolais. Non, ils n'ont jamais été derrière un idéal. Là. Le FCC, c'est quoi leur idéal? Là, je peux, par votre entremise, il faut poser la question. Là, c'est Chikata. 90% des dirigeants de la Mouka ont travaillé avec Kabila. Aujourd'hui, ils sont contre Kabila. Bemba a travaillé avec Kabila. Mouzito a travaillé avec Kabila. Qui d'autre? Vous allez me parler qui n'a pas travaillé? Qui n'a pas mangé l'argent de Kabila ici? Il y a des fauves qui guettent le Congo prêts à bondir à la moindre occasion. Indépendamment et agréablement vôtre. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans ce nouveau numéro de Carte sur table spécial indépendance de la République démocratique du Congo. 63 ans, ça se fête et ça se débat. On va essayer de revisiter l'histoire de la République démocratique du Congo. Dans quel contexte le pays de Lumumba a accédé à sa souveraineté nationale et internationale? Qu'est-ce qui se passait et comment le pays évolue? On va essayer de toucher un petit mot sur le processus électoral avec les consultations qui ont été ouvertes ce vendredi 30 juin 2023 par le président de la centrale électorale des lycées Sanga et d'autres opposants sont déjà à l'hôtel du fleuve pour être consultés et être entendus. Eh ben, on va revenir sur ces importantes questions qui touchent au fonctionnement de la République démocratique du Congo. Encore une fois, merci de nous renouveler de votre fidélité et de votre confiance. Encore une fois, on va vous offrir un casting XXL avec des analystes politiques de renom et de taille de la province du Haut-Katanga et de la République démocratique du Congo. Vous le voyez déjà sur vos petits écrans. Et vous qui nous écoutez à la radio, merci de nous renouveler de votre fidélité et de votre confiance. Jérémy Havre est fédéral du parti politique Nouvel Élan, ici dans la province du Haut-Katanga. C'est un plaisir de vous retrouver dans Carte sur table spéciale indépendance. Un plaisir que je partage également, surtout la vie que partage à votre voix. Merci à vous, merci de l'invitation. Je salue les co-débatteurs, également les téléspectateurs qui sont actuellement connectés, à qui je souhaite heureux 63 ans. Siwawa Kab, défenseur de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'espace Grand Katanga. Il est membre ou cadre de l'UDPS. Bienvenue dans Carte sur table. Merci Michael, merci à Dynamique Radio et Télévision. Mes respects à toutes celles et ceux qui nous regardent en ce net moment. Mes amabilités à mes co-débatteurs. J'ai dit, aimez les Congo, aimez les Congolais, nous allons vaincre. Heureuse et glorieuse fête de l'indépendance à nous tous. Au niveau urbain, il est le porte-parole du parti politique Anafek des Lolo Kyungu. Très jeune et dynamique, mais également coordonnateur national de MEJEC, Yann Kimba. C'est un plaisir de vous retrouver. Il n'y a pas mieux que de parler nation. C'est une opportunité que tu ne cesses tous les jours de nous donner. Nous te remercions également. Et j'en profite pour souhaiter joyeuses fêtes d'indépendance à tous mes compatriotes qui nous suivent à partir de leurs petits écrans et aussi à mes co-débatteurs sur ce plateau. Merci. La politique, c'est de la science. On va essayer un peu de revisiter cette science. La science, on la revisite dans son aspect historique. Jérémy Havre, c'est dans un contexte assez délicat où la Belgique ne voulait pas, en tout cas, donner l'indépendance à la République démocratique du Congo, que les figures de proue ont forcé
pour que le 30 juin 1960, qu'on ait quand même cette indépendance. Absolument, avec un plan Wilson proposé déjà de 30 ans pour que le Congolais arrive vraiment à s'émanciper viscéralement. C'est ce que voulait la Belgique, mais aussi avec des intentions beaucoup plus économiques. La Belgique qui voulait soutenir, stabiliser sa force aussi au niveau du continent européen, parce que la Belgique puisait ses ressources au niveau de sa colonie, qui est la République démocratique du Congo. Et pour certains Congolais, elle se cachait derrière le plan Bilsen pour renchérir ou continuer à rançonner le sol et les sous-sols du Congo à l'époque. Alors nous avons un Congolais qui est flagellé, un Congolais qui est dépaysé chez lui, un Congolais dans un contexte de paupérisation, un Congolais dans un contexte d'exploitation, un Congolais qui est dans une conurbation où c'est l'autre qui profite de son sol et son sous-sol, c'est l'autre qui profite de son identité, d'ailleurs qui lui arrache une identité pour lui donner une autre identité. Alors ça posait un sérieux problème à cette époque-là, et je pense, contrairement à ceux-là qui parlent d'une indépendance anticipée, parce que c'était un mouvement qui commençait déjà à se mouvoir au niveau du continent africain. Près de 15 pays déjà avaient connu leur décolonisation durant l'année 1960. Avec le vent venu du Ghana, avec Kwame Nkrumah et cette conscience africaine. Évidemment. C'est que de ce point de vue, c'était aussi continentalisé, qui n'était pas seulement une revendication, une réclamation au niveau de la population congolaise ou de la nation congolaise à l'époque. Mais ce qui dérange, c'est le fait déjà que nous sommes indépendants, mais avec un seul lettré, je m'excuse de le dire, universitairement parlant. Alors ça pose un sérieux problème parce que nous devons faire face aux enjeux mondiaux, parce que nous sommes l'un des pays les plus riches du monde, ça pose déjà un sérieux problème. Et deuxièmement, avec des partis politiques issus des associations socioculturelles, des partis politiques qui n'ont aucune idéologie nationaliste, des partis politiques qui n'ont aucune idéologie inclusive, des partis politiques qui n'ont aucune notion de citoyenneté, de patriotisme. Alors c'est des regroupements culturels qui encensent beaucoup plus les valeurs liées à des origines de la communauté de la région, dont nous souffrons jusqu'à ce jour où chaque parti politique s'identifie à une certaine... On va y arriver. Souffrez qu'on va toucher un petit mot à ces régionalismes aujourd'hui qui gangrènent certains partis politiques. Mais Yann Kimba, est-ce que, quand on écoute le propos de Jérémy Have, est-ce que le Congolais était prêt à avoir cette indépendance et à diriger son pays soi-même? À cette question, j'ai toujours répondu oui, parce que c'est au regard de plusieurs et insupportables atrocités que subissaient nos compatriotes à l'époque. Il était tout à fait normal, avec le vent des indépendances qui régnait déjà en Afrique. Vous vous rappellerez que c'est en cette période-là, nous sommes en 1958, avec le vent du panafricanisme à Accra, où Lumumba a eu même la chance de rencontrer Kwame Nkrumah, et il est sorti de cette table ronde panafricaniste revigorée, avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup d'envie, d'abnégation, de venir enfin demander cette indépendance, qui du reste nous méritions largement. Mais le plus comble de constater que, au regard des lèvres entamées par M. Lumumba à l'époque, son œuvre jusqu'à maintenant, près de 6 décennies, plus de 6 décennies, l'œuvre est demeurée inachevée, parce que tout simplement, au-delà de demander l'indépendance, s'en est suivi une crise indélébile, une crise inoubliable, politique, entre autres, parmi les acteurs mais la politiques. crise, on la vivait déjà à la veille de l'indépendance, avec deux courants qui s'affrontaient. Mais justement, vous vous rappellerez, lorsque nous avions décidé de demander ou d'acquérir cette indépendance, c'était un front commun des politiciens à l'époque. C'est-à-dire, c'est après qu'ils aient compris que nous aurons effectivement cette indépendance, que ben voilà, les envies politiques commencent, comme on dit actuellement, la guerre des positionnements à cette époque-là était imminente, chacun voulait se retrouver au sommet de l'État, chacun voulait se retrouver décideur de la nation, et voilà, c'était par là que tous ces conflits aujourd'hui qui nous rattrapent, sincèrement, il faut le reconnaître, parce que on n'a pas su quelque part après avoir acquérir l'indépendance, profiter de la quintessence même de cette indépendance. C'est vrai, l'indépendance ne pouvait pas seulement être sur le plan verbal ou sur le plan théorique, elle devrait également se faire vivre, se faire
sentir. Et c'est ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui parce que nous sommes appelés maintenant à relever ces défis qui n'ont pas été faits dans les temps passés. Et comme mon compatriote Jérémy Yav venait de le dire tantôt, on n'avait plus de lettrés à l'époque, on n'avait plus des intellectuels capables de défendre ce pays à la première heure de l'indépendance. Et voilà, ils se sont confiés dans les associations socioculturelles. Vous vous rappellerez, dans le temps, il y avait même des partis politiques confondus aux associations socioculturelles, ce qui prouvait déjà qu'il y avait de l'insuffisance dans le chef de ceux qui étaient censés nous diriger à l'époque. Mais que voulez-vous maintenant là? Je crois que, historiquement parlant, il y a beaucoup de choses à relever et nous pensons que nous, de cette nouvelle génération, nous sommes appelés à relever ces responsabilités. Vous allez le relever d'un moment à l'autre dans cette émission. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez Carte sur table, spéciale indépendance. Si on voit que déjà à Bruxelles, les politiques congolais qui faisaient un front commun n'arrivaient pas à parler les mêmes langages sur la forme de l'État. Un problème. Merci beaucoup, M. Mikaël. Je pense que c'est l'essence même de la démocratie. Déjà, vous comprendrez que même étant colonisés, nos pères fondateurs avaient déjà à l'idée la démocratie. Parce que la démocratie suppose la liberté d'opinion. Et l'opinion, notamment politique, c'est de se choisir quelle forme de l'État, quelle forme de gouvernance nous pouvons embrasser afin d'atteindre l'objectif initial, c'est-à-dire le bien collectif. Et là, vous comprendrez qu'au niveau de Bruxelles, il y avait déjà deux camps qui s'est dressé en face. Le camp des unitaristes et les fédéralistes. Et donc, mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est celle de savoir, est-ce que nos pères fondateurs de l'indépendance, lorsqu'ils militaient en faveur de ces deux formes de gouvernance, est-ce que c'était de manière sincère ou une façon, parce que déjà, nous comprenons que du point de vue organisation interne propre à chaque regroupement, nous avons des associations socio-culturelles, nous avons la promotion de l'ethnicité, de la régionalité. C'est parce que quelqu'un se disait, moi je n'ai d'influence que dans mon ethnie, dans ma région, que aller dans le système de direction nationale, ça pourra me poser problème parce que même aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains leaders qui ne sont que des leaders régionaux, des leaders locaux, et qui, lorsqu'ils se projettent au niveau de la nation, ils ont du difficile à s'imposer. C'est peut-être, c'est là le mobile pour lequel et ceux qui prétendaient vouloir combattre en faveur du fédéralisme s'appuyaient d'autant plus que la preuve évidente est qu'ils avaient des associations... Ce n'est pas au regard de la taille de la République démocratique du Congo avoir deux États pour mieux gérer cette nation. Ce n'est pas nécessairement cela. Parce qu'il y a un problème majeur qui a transcendé les générations. C'est l'amour du Congo et l'amour du Congolais. Vous allez vous rendre compte que ce qui a manqué à cette première période de notre histoire politique, c'est l'amour du Congo. Parce que si vous aimez le Congo, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez entreprendre, ça sera dans l'intérêt du Congolais, d'une manière générale. Mais à la veille de l'indépendance, ou après l'indépendance, vous allez vous rendre compte que nous avons connu deux mouvements importants. C'est-à-dire la première sécession katangaise, en juillet, et en août, la sécession du Sud Kasaï. C'est vous dire que les intentions, les velléités de cette absence de l'amour patriotique étaient les fondements de ceux qui militaient notamment pour le fédéralisme. D'accord. Et donc, vous comprendrez avec moi que à ce jour, l'élément le plus important que nous puissions aujourd'hui tirer comme bénéfice, c'est de comprendre que le repli sur soi, la régionalité, l'ethnicité, pour ne pas parler du tribalisme, ne sont pas des valeurs parce que ces valeurs, ces anti-valeurs ont plongé notre République dans le mois au premier jour de sa naissance. D'accord. C'est l'essence même du discours du président de la République à la veille de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il a appelé le Congolais à l'unité. Jérémy Yav, on arrive le 30 juin 1960. Les présidents Kassavou parlent, le roi de Belge parle également. Lumumba, dans une sorte de discours improvisé, selon les historiens de l'époque,
prononce un discours. Est-ce qu'il fallait qu'il dise ce qu'il avait dit? Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est une question très difficile, honnêtement. Mais moi, je pense naturellement, souffrir de la redondance, pour y répondre, il faut relativiser le fait. Allez-y. Alors, premièrement, il avait raison, il avait tort. Congolaisement parlant, il avait raison, parce que, excusez-moi de le dire, congolaisement parlant ou africainement parlant, comme on dit, l'émotion est nègre, la raison est hélène. Je m'excuse, c'est pas péjoratif, hein, c'est un tableau qu'on est en train de décrire scientifiquement. Alors, dans cette émotionnalité, malgré que nous avons l'indépendance, que nous avons eu à acquérir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire les 4 vérités aux colons, avant qu'ils ne partent. Est-ce qu'il fallait le dire? Alors, voilà, j'y vais, donc... Allez-y. Alors, il faut vraiment le dire. Là, on va aller directement à votre question. Est-ce qu'il le fallait? Parce que l'objectif n'était pas celui de faire le frontal avec le colon. L'objectif n'était pas celui de faire preuve d'une certaine grandiloquence ou d'une certaine arrogance à l'égard du colon. L'objectif était celui d'être indépendant. D'ailleurs, aussi connaître l'accompagnement de la Belgique dans certains secteurs où le Congolais n'avait pas l'expertise, parce qu'un seul lettré à l'époque, et du point de vue institutionnel, la majorité était très reculée. Vous voyez au fond? Parce que la zaïrénisation, qui fait partie d'ailleurs des grandes décadences économiquement parlant dans l'histoire politique et économique de la République, en est une preuve, je me suis dit de le dire. C'est du parenthèse que j'ai fait. C'est que... Et selon même certains scientifiques, la RDC a obtenu l'indépendance politique, pas l'indépendance économique. Non, nous n'avons aucune indépendance jusqu'à ce jour. Je m'excuse de le dire. Ça va se factualiser au cours du débat. Allez-y. C'est que, est-ce que ça valait la peine? Parce que nous formellement d'ailleurs, formellement, nous sommes indépendants. Formellement, le Belge va devoir quitter la guidance des affaires de la République, et ce sont les Congolais qui vont devoir s'assumer du point de vue politique, pour ce qui est de la gestion de la République. Et vous allez rajouter un discours de trop, alors que vous êtes déjà à une certaine allure de gouvernance de la République, qui exige une certaine élégance, qui exige une certaine diplomatie, je m'excuse de le dire. Donc, ce qui signifie que, congolaisement parlant, il avait raison de le faire, parce que par rapport à cette émotion qui est nègre, même si on a ce qu'on devrait avoir, alors il faut qu'on puisse casser la porte pour qu'on sente qu'on était vraiment présent. Et par rapport à la rationalité, ça ne valait pas la peine. Excusez-moi de le dire. Ça ne valait pas la peine ce discours. Mais qui ne savait pas que les nègres étaient chicotés? Qui ne savait pas que les nègres étaient minimisés, marginalisés? Je m'excuse de le dire. C'était un fait. Et d'écrire ce fait à un jour aussi fatidique et important ne devait que coûter l'avenir. Je m'excuse de le dire. Et il y a de ceux-là qui pensent que c'était une erreur de le faire. Mais cela a profité à Nelson. Vous savez que Nelson Mandela s'est inspiré de ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Évidemment. Pour être un peu plus pacifique, être plus coopératif. Et plus diplomatique. Plus diplomatique. Et factuellement parlant, grâce à l'apartheid d'aujourd'hui, l'Afrique du Sud est beaucoup plus avancée que la RDC et que beaucoup plus d'États d'Afrique. Parce que l'Afrique du Sud avait fini par comprendre, après supposément la petite bourde, supposément, je dis beaucoup de respect, supposément la bourde de Lumumba, que ces gens, il faut les traiter d'une certaine façon. Qu'il ne fallait pas leur faire la guerre directement, il fallait d'abord obtenir l'indépendance. Absolument, obtenir l'accompagnement, parce que déjà la modernisation ou le fait de ce monde qui devenait un village, c'est déjà depuis les années 85, 1885, avec l'arrivée déjà du portugais Henri Morton Stanley, et avec les premières visites déjà des différents missionnaires catholiques. C'est que le monde commençait déjà à devenir un village, c'était une compénétration, c'était déjà des relations internationales à l'époque qui commençaient à naître. Au XVe siècle déjà. Absolument. C'est que de ce point de vue, diplomatiquement parlant, par rapport au discours que l'on tient, en tant qu'homme d'État, il faut toujours porter ces valeurs-là. Je m'excuse de le dire. Alors, vous allez vous rendre compte que les États qui ont accepté l'accompagnement des Occidentaux, pour ne pas dire des Blancs, on n'est pas aussi antisémite, je m'excuse de le dire, se sont retrouvés aujourd'hui, ou après des années, beaucoup plus évolués, économiquement parlant, politiquement parlant, sécuritairement parlant, militairement parlant, technologiquement parlant. Et démocratiquement parlant. Et démocratiquement parlant, c'est vrai, c'est relativisé, plus évolué que la République démocratique du Congo. C'est que pour factuellement répondre à votre question, à ce jour, parce qu'on ne peut pas remettre le destin en question, je pense que ce que Lumumba avait fait était évident parce que nous n'étions pas dans ce contexte, je me suis de dire. Il était dans un contexte bien précis qui exigeait aussi l'expression d'une certaine émotionnalité. Mais en tant que politique aujourd'hui,
ce n'est pas un exemple aussi important si nous voulons l'émergence de notre nation. D'accord. Yann Kimba, Lumumba devrait prononcer ses discours. Si oui, ou sinon, pourquoi? Est-ce que vous trouvez aussi que ces discours étaient teintés de beaucoup d'émotions? Moi, je ne vois pas les choses de cet angle-là. Lumumba s'était retrouvé devant un fait accompli. L'urgence était là, l'indépendance. C'est quelqu'un qui a pris le temps de voir les autres pays qui nous ont précédés en acquisition de l'indépendance, notamment le Ghana. Tout était parti de leur rencontre au Ghana en 1958 avec Kwame Nkrumah. C'est ce qui avait beaucoup plus révolté Patrice Emery Lumumba, et il s'est estimé capable de le faire. Et il l'a fait. Moi, je pense aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de prendre les souffrances du peuple congolais, le sous-développement que nous vivons au quotidien, et le rabattre sur le dos de Lumumba. Je me dis que Lumumba, s'il était là et que s'il n'avait pas été assassiné, lâchement, je me dis qu'on parlerait une autre histoire. Mais Lumumba était celui qui est considéré aujourd'hui comme Jean-Baptiste. Il a tracé la voie. Il a nivelé la voie. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a prêché la bonne nouvelle. Quand bien même il est parti trop tôt, mais il a pris le courage à son jeune âge d'éléguer la plus grande histoire au peuple congolais, qui est l'indépendance. Mais la question maintenant est de savoir, après que le Lumumba soit lâchement assassiné, qu'est-ce que nous, Congolais, qui sommes restés, qu'avons-nous fait pour qu'après plus de 6 décennies, qu'on soit toujours à ce niveau médiocre? Je crois qu'il est de bonne vie qu'on puisse d'abord souhaiter paix à l'âme de Lumumba, qu'il se repose en paix là où il est. Le travail de Lumumba est déjà fait. La question maintenant primordiale est de nous poser, nous, le vivant d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons léguer à nos générations futures? Lumumba a fait sa part. Nous avons l'acquisition de l'indépendance. Nous avons l'indépendance. Qu'est-ce que nous faisons de cette indépendance? Parce que on ne peut pas aujourd'hui dire devant le caméra que le sous-développement de notre pays, c'est la cause de l'Occident. Nous gérons tout. Ce n'est pas un Américain, ce n'est pas un Blanc, ce n'est pas un Français, ce n'est pas un Malien, ce n'est pas un Ghanéen qui va venir interdire à une autorité congolaise d'asphalter une route qui quitte ici vers le Kasaï. Ce n'est pas un Anglais qui demandera au gouvernement congolais de rabattre le prix de la farine sur le marché. Ce n'est pas un étranger qui demandera au gouvernement congolais d'échanger la vie sociale de la population. Ça relève de nos propres responsabilités. N'oubliez pas que le prix de certains produits sont fixés sur le plan international. Mais c'est une politique internationale auquel nous sommes appelés à se soumettre. Comment est-ce que les autres ça passe et que chez nous ça ne passe pas? Est-ce que vous savez aujourd'hui que nous avons du mal à relier nos provinces justement simplement par de voies routières? Est-ce que vous savez que toutes nos provinces ne sont pas reliées? Vous savez que nous avons encore des routes non asphaltées, des routes de communication. Ça, ce n'est pas la faute de Lumumba. Le salut ne viendra nulle part que de nous-mêmes. Ce n'est pas un étranger qui viendra nous donner le salut. Nous devons prendre les responsabilités. Et en prenant nos responsabilités, M. Michael, on doit reconnaître nos erreurs du passé. On a été incapable de gérer. L'État congolais, on a été incapable, nous, Congolais. Parce que quand on voit que vous n'êtes pas soudés à l'interne, eh bien l'ennemi en profite. Aujourd'hui, quand on parle de la guerre de l'Est, je vous dis que c'est le fruit de l'instrumentalisation de l'Occident, avec la complicité du Rwanda. Pourquoi? Parce que d'abord ici en interne, on n'est pas unis. Nous avons une opposition qui ne gère que par le pouvoir. Comment par le pouvoir? Par tous les moyens. Nous avons des fois connu des gouvernements qui ne savent pas protéger l'opposition. En fait, chacun dans son camp. Ce n'est pas ça ce n'est pas ça que le Lumumba a prôné. Lumumba, c'est le modèle de tous les politiciens congolais. Et on ne peut pas aujourd'hui, nos malheurs, le mettre sur le dos de Lumumba parce qu'il avait prononcé un discours qui, selon certaines personnes, n'était pas le bienvenu pour le blanc. Mais qui sont ces blancs-là finalement pour nous les Congolais? Ils ne sont pas quand même des dieux. Nous sommes à mesure de changer notre idéal. La première des choses à faire, c'est que nous devons avoir une classe politique
consciente. Éviter des détournements à ciel ouvert. D'accord. Nous sommes en train d'y arriver. Nous devons prendre les responsabilités en tant que Congolais, se remettre en cause et savoir une seule chose, M. Michael, que le salut viendra de nous-mêmes et non des autres. Allez, on va tous répondre à cette question. Je commence avec vous, Simon Wakab. Quand on regarde le courage et cette envie nationaliste de le père de l'indépendance, est-ce que ce courage et cette envie nous servent aujourd'hui? Bien sûr que cette envie nous serve de façon déclaratoire. Parce que vous allez vous rappeler avec étonnement que tout le grand leader de l'espace politique congolais se revendique d'une manière ou d'une autre d'être de Lumumba. Descendant de Lumumba. Bien nationaliste. Sûr. Vous voyez, c'est pour cette raison que je parle d'une revendication déclaratoire. Mais dans le fait, est-ce que nous avons des gens qui portent dans leur âme, dans leur conscience, les combats de Lumumba? C'est une question qu'il faille creuser et passer au crevet. Deuxième chose, aujourd'hui, est-ce que nous avons suffisamment la conscience de servir l'intérêt général? C'est ça la question. Tous les combats que les gens, les uns et les autres mènent, toutes les guerres que nous connaissons en politique, c'est pour quelle fin? C'est pour quelle finalité? Est-ce pour positionnement? Parce que nous avons vu ceux qui étaient hier au pouvoir, qui n'ont visiblement pas fait grand-chose, qui aujourd'hui revendiquent de revenir. Nous avons vu, nous autres, du DPS qui étions hier dans l'opposition, qui sommes au pouvoir, à quand vous donniez des leçons, et qui, nous avons des difficultés dans certains domaines. Bien sûr explicables, toute chose est restant égale par ailleurs, toute difficulté a toujours des raisons quelconques, mais factuellement, nous avons des difficultés dans certains domaines. Est-ce que, quel est le problème majeur qu'il faille résoudre? Le problème, c'est l'homme congolais. Parce que si nous ne résolvons pas le vrai problème, et nous nous attaquons à la périphérie, à l'affichage, on ne résoudra aucun problème. On sera là, chaque année on fait la rétrospection et on vante le mérite, on donne le point positif et le point négatif et on tourne à rond. Le Congolais aujourd'hui, je l'ai toujours dit, nous sommes affairés à la culturation. Nous sommes devenus sans culture, sans repère de valeur morale. De manière générale, lorsque vous sondez les Congolais, il est moralement corrompu. De qui devrait partir ce changement? Mais c'est de l'homme congolais. L'homme congolais doit se remettre en question. Parce que le changement n'est pas simplement collectif. Le changement doit avant tout être individuel. C'est au niveau de moi, de j'ai, que le changement doit commencer, afin qu'il arrive à tu et qu'il atteigne le nous. Sans ces processus, nous resterons à nous rejeter la responsabilité et les fautes. Pour dire, voilà, Lumumba n'avait pas raison de dire franchement au roi de Belge que vous êtes en train de mentir. Nous allons penser que le fait d'écajoler le roi des Belges, ça aurait changé les choses. Parce que si Lumumba avait été liquidé, ce n'est pas parce qu'il avait tenu un fonds direct au roi Léopold II, c'est simplement parce que pendant cette période, nous sommes en plein dans la guerre froide. Et que Lumumba était accusé d'être pro-communiste. Et que, voyant que Lumumba, avec son influence, il pouvait faire basculer le Congo dans le communisme, dans les girons de l'ex-IRSS, et que si le Congo entrait dans l'ex-IRSS, dans le bloc de l'URSS, c'est l'Afrique tout entière qui allait basculer. Et les Occidentaux et les capitalistes ne pouvaient pas laisser passer cela. Donc, nous comprenons qu'à ce jour, nous devons nous remettre en cause. Parce que, si vous regardez, Yann Kimba a évoqué ici la question du détournement. Vous vous imaginez le parc agro-industriel de Bukangalonzo, 280 millions de dollars, parti en fumée. Il y a quelques années,
pas plus tard que le début du mandat du président Tshisekedi, 48 millions de dollars qui devraient être affectés au logement des militaires, partis à fumer. On a eu, je m'excuse de le dire, un simulacre de procès. Où tout le monde a été acquitté, mais la justice était incapable de nous dire où seraient passés les 48 millions de dollars incriminés. Mais qu'est-ce qui se passe au fond? C'est parce que, je vous l'ai dit, et je le répète encore, si les Congolais n'arrivent pas à développer d'abord l'amour du Congo et l'amour des Congolais, nous ne ferons rien. Yann Kimba évoque encore le fait que, est-ce que pour construire une route, aujourd'hui, j'en profite pour dire, au niveau des Zambiens, il suffit qu'il soit 18h30. Il n'y a plus de circulation. Les transports qui quittent la ville vers Zambia, c'est terminé. Pourquoi? Simplement parce que si vous arrivez là-bas à partir de 19h, c'est une zone de non-droit. Nous sommes à Lubumbashi. Est-ce que pour cela, il faudrait qu'on accuse Lumumba de n'avoir rien fait? C'est de notre responsabilité. Parce que si nous avons l'amour du Congo, ipso facto, le Congo, c'est une réalité fictionnelle qui trouve sa réalité, sa factualité dans les Congolais qui est vivant. Du moment où aujourd'hui, tout ce que nous décrions, c'est parce que les gens n'ont pas l'amour du Congo. C'est pour cette raison, vous le voyez, faire des replis régionales, des replis tribales, des replis... les clientélismes que nous voyons, les favoritismes que nous voyons, c'est tout ça, c'est parce que les gens n'aiment pas le Congo. S'ils côtoient les Congos, s'ils vont vers les Congos, c'est pour l'intérêt individuel, mercantile, égoïste. Jérémia, et donc, il faudrait que le Congolais se pose lui-même en agent de changement, qu'il change lui-même et il demandera collectivement le changement aux autres. Est-ce qu'on sait bien, je repose la question, on sait bien se servir du combat de nos pères de l'indépendance? Oui, évidemment, on sait bien se servir du combat de nos pères de l'indépendance parce qu'au fond, ils étaient d'abord nationalistes, ils étaient patriotiques aussi. Ils se voulaient d'abord promouvoir les valeurs qui profiteraient d'abord aux citoyens congolais et par la suite au monde, au continent et par la suite au monde. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte aussi différent. Je m'excuse de le dire. Différent, pourquoi? Parce que toutes les nations du monde sont interconnectées. Il est difficile aujourd'hui, il ne faut pas qu'on voie les choses de manière aussi péjorative. Nationalisme ne veut pas dire refuser l'accompagnement de l'occidental. Refuser l'intégration régionale, refuser l'intégration dans le monde. Ça n'a pas de sens. Alors que si vous regardez dans le contexte d'antan de l'indépendance, c'était une conception selon laquelle, entre moi et l'occidental, il n'y a aucun pont. On coupe les relations. On coupe les relations. C'est ce qui nous avait amené jusqu'à la zaïranisation, je l'ai dit d'antan. Au fond, c'était une maladie, une répugnance d'ailleurs, qui était en train de s'accroître jusqu'à ce que l'on comprenne que, bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre dehors, on va devoir prendre tout ce qu'il a combien, on va donner ça aux Congolais. Et moi, je pense que tout est parti de là. C'est que si nous restons dans la conception de nos pères de l'indépendance, aussi avec un peu d'émotionnalité africanement congolaise, c'est qu'il fallait couper le pont. Raison pour laquelle j'ai dit que si on regarde l'Afrique du Sud, qui avait essayé d'ailleurs de tirer des leçons sur les comportements supposément déviants de Lumumba, il est plus avancé que nous, parce que par le fait que le monde est interconnecté, nous avons besoin de l'un comme de l'autre. Il est difficile aujourd'hui que nous puissions dire que nous sommes indépendants, nous allons développer par nous-mêmes, aussi longtemps que dans nos mains, nous avons des téléphones fabriqués par l'Occident. Technologiquement parlant, nous sommes indépendants, nous sommes dépendants. Par rapport à la religion, je m'excuse de le dire. Mais ce n'est pas une sorte d'interconnexion que vous évoquiez, parce que la matière première viendrait de la République démocratique du Congo. Bien sûr. Non, je m'excuse de le dire, mais c'est une interdépendance, une interconnexion qui ne profite pas à l'économie de la République démocratique du Congo. Ah, vous le pensez? Je vous le prouve. Sur ce que nous extrayons déjà comme coltan, comme cobalt et tous les minerais du numérique, la République démocratique du Congo qui produit la matière première profite sur le produit fini que de 3% du produit fini.
c'est que si vous avez un PC, un personal computer, que vous achetez à 1000 $, économiquement parlant, la République démocratique du Congo ne profite que de 30 $ sur 1000 $. Ce qui signifie au fond que cette interconnexion, cette interdépendance économique est nuisible à la République démocratique du Congo. Vous voyez au fond? Pour que nous puissions mettre fin à cette nuisance d'interdépendance, nous devons arriver à créer des unités de production qui partent de la matière première au produit fini. Mais si nous arrivons même à y penser, le problème que nous allons devoir avoir, c'est la guerre des grandes puissances économiques contre nous. Parce que le fait qu'ils profitent des ressources minières de la République pour passer de la matière première au produit fini, relève leurs économies. Si aujourd'hui en RDC on crée des entreprises qui vont nous produire le téléphone, le véhicule, les PC et que sais-je encore, les économies de la France, de la Chine, de la Belgique et du reste vont s'effondrer, excusez-moi de le dire. Raison pour laquelle, parce que je voulais arriver, au fait j'ai senti que sur ce plateau on commençait un peu à dédouaner certaines responsabilités. Quand on dit que le problème c'est le Congolais, la mentalité congolaise. L'homme congolais. Mais de ce point de vue, parce qu'on aime la factualité, qui doit donner le temps pour que l'homme congolais change? D'où le sens de ma question, d'où devrait partir le changement? De qui? Je m'excuse de le dire, je serai frontal. Allez-y. Du premier citoyen de la République, de manière factuelle. Parce que si on dit que ça doit partir du Congolais, quel Congolais? Quel Congolais aura une certaine influence sur l'autre Congolais? Et pour dire frontalement, c'est de la présidence de la République. Je parle de l'institution, je ne parle pas de l'individu. D'où devait partir? Il y a une structure qu'on avait créée dernièrement, je pense pas dernièrement, au matin de la mandature du président de la République. Une structure, changement de mentalité. Elle existe depuis. Oui, mais elle existe que de nom, je m'excuse. Ou quand on s'en révigore, on s'en remémore sur des plateaux de télé. Mais factuellement parlant, nous devrions sentir cette structure avec des actions patentes sur terrain. Parce que nous savons que le problème du Congolais, c'est son mental qui pose un sérieux problème. Mais il faut qu'il y ait un leadership aussi important, imposant, pertinent, pour que les autres Congolais puissent suivre. C'est qu'il y a un responsable du fait que le Congolais peut jeter des sachets partout, le Congolais peut dans la rétrocommission. Monsieur Sibou Avocat nous a parlé de cette farfeluserie de procès qu'on a connue. Mais moi je pense que naturellement, nous avons un citoyen, qui est le premier citoyen, le garant de la nation, qui est arbitre quand il y a des équilibres institutionnels, qui donne le temps. Mais avec un tel procès, et par la suite on a une réintégration au sein du gouvernement. C'est quel message que ça passe? Je pense que vous avez vu comment est-ce que c'est en France, à Paris, où il y a eu des partenaires qui se sont mal comportés à l'égard de la personne du vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui disent déjà que mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre pays? Vous avez fait ce que vous avez fait, vous n'avez aucune leçon à nous donner ici. Donc nous avons même oublié le fait que ce procès est en train de saper l'image de la gestion de la République sur la scène internationale. Ça s'est passé il y a une semaine. Ils lui ont dit ça, que vous avez pillé chez vous, vous voulez nous donner des leçons, vous n'aurez pas le droit. Vous voyez au fond? Et qui est à la base de tout cela? De cette complaisance? Il faut qu'on dise les choses aussi clairement. Quel est ce Congolais aujourd'hui qui sont qualité, qui va se lever pour dire, les amis, on va devoir faire X ou Y, Z? De manière factuelle, nous avons le garant de la nation, nous avons le premier citoyen de la République, qui, factuellement parlant, est considéré comme les premiers leaders de toutes les forces vives de la République, de manière factuelle. C'est que s'il y a un couac à ce niveau, c'est là qu'il faut réparer. Tous les détournements que nous connaissons ici, la gabegie financière, la malversation financière, mais toutes ces antivaleurs ont un responsable, qui d'ailleurs, s'il tape du poing sur la table, les choses vont changer. Consultez les grandes nations. Julius Nyerere, Uhuru Kenyatta, Thomas Sankara, Mao Tse-tung. C'est que vous sentez que c'était des leaders qui ont apporté de manière factuelle un vrai changement de mentalité. Ils n'ont pas profité de leur structure politique pour commencer à dédouaner certains acteurs politiques. C'est que si vous êtes de votre union sacrée, votre cas sera géré avec beaucoup plus de complaisance. Si vous êtes de l'opposition, on va lasériser les actions que vous posez. Mais ça pose un sérieux problème. C'est qu'aussi longtemps que, au niveau de la première institution de la République, nous sentons une certaine complaisance, aucun citoyen, je dis factuellement parlant, n'a ni le devoir, ni la qualité de donner le temps. D'accord.
Yankim, réaction. Je suis triste, hein, en même temps d'entendre ce que M. Arkan vient d'avancer, je le concède. Vous pensez vraiment la notion du civisme commence par le président de la République? Vous pensez vraiment, M. Michael? Vous pensez que lorsque nous avions connu la destruction de notre pays, après que les Congolais lui-même soient à la tête de gestion, relève seulement du savoir-faire de celui qui était à la tête du pays? Je suis content quand il a précisé qu'il parlait du président comme institution. Mais vous savez, la raison pour laquelle on dit la bonne éducation commence par où? Par soi-même. Par soi-même. Par la base de la famille. Par la base de la famille. C'est aussi clair que ça. Le président de la République peut être honnête. Mais quand le chef de quartier, lui, est malhonnête, et qu'il y a l'impunité, c'est que rien ne sert à rien. C'est la juridique, il faut sanctionner. Le plus important. Non, j'arrive. Non. Lui, il a personnifié le débat. Moi, je vais. Je précise un aspect très important. Excusez-moi de le dire. Je précise un aspect très important, monsieur Yav, c'est que ne confondez pas la justice avec le président de la République comme institution. La justice, elle est indépendante. Et même le président de la République, quand il commet de bavures, il y a des dispositions. Il est attaquable en justice. Il est attaquable. Donc, ce qui fait que, ce que nous devons relever premièrement dans notre pays, pour arriver à ce que vous avez dit, c'est la justice. La question est de se poser maintenant, est-ce que notre justice, depuis notre indépendance jusqu'à maintenant, est-elle indépendante pour agir telle qu'elle doit le faire? Est-ce que la loi est dite clairement, comme elle est censée être dite, jusqu'à après plus de 63 ans par là, chacun à son niveau. Voilà, doit. Le président de la République moi, je pense, justement, quand est-ce que le président de la République, c'est vrai, le garant, justement, mais quand est-ce que le président de la République, excusez-moi de vous dire, quand est-ce que le président de la République devient l'arbitre? C'est quand il y a des déséquilibres. Quand les choses ne sont pas bien faites. Quand les choses ne marchent pas. Comme le procès de mais bon, je ne voudrais pas entrer là-bas. Mais dès lors que la justice, parce que moi je me bats beaucoup plus sur la justice, dès lors que la justice fait convenablement bien son travail, je ne vois pas comment la justice serait une caisse de résonance pour les chefs de l'État. Non mais vous parlez... Le plus important. Monsieur Yann, je ne peux pas vous couper. Vous dites une chose et son... Non, moi je vous dis... Quand la justice ne fonctionne pas... Moi ce que j'arrive, vous allez réagir. Moi ce que je voudrais vous faire voir, c'est que je demande à M. Arkan de ne pas mettre tout sur la tête du président de la République. C'est constitutionnel. Non, je ne refuse pas. Mais je vous dis que les institutions également sont indépendantes. C'est comme la Cour constitutionnelle. Le président de la République ne peut intervenir que lorsqu'il y a des couacs. Mais il y a des couacs. Non, le plus important. Justement. Mais est-ce que vous pensez que ce couac-là que vous avez soulevé, vous avez tout à fait raison, parce que moi aussi j'ai suivi ces procès de près. Mais est-ce que c'est à ça qu'il faut se permettre d'attaquer directement rien que le président de la République? Ici, nous parlons des 60 ans. Est-ce que le président de la République était là depuis l'accession de l'indépendance jusqu'à maintenant? De voir des résultats. Mais voilà, c'est pourquoi je vous dis, moi je suis parti de l'indépendance jusqu'à maintenant. Et s'il faut maintenant qu'on analyse, est-ce que notre justice a évolué? Ma réponse serait non. Parce qu'il y a de la complaisance. Et cette complaisance n'a pas seulement... Mais indirectement, vous accusez le président de la République. Non, je n'ai pas dit ça. Non, il a le droit de résultats. S'il vous plaît, je vous dis ceci. Si ça ne marche pas, c'est que c'est lui qui peut pas. Monsieur Arkan, le président de la République ne doit pas s'ingérer dans les affaires de la justice. Dès lors que la justice est bien dite. Là, c'est bien dit. C'est ça. Je suis d'accord. Là, vous êtes d'accord avec moi. Mais quand il y a un dysfonctionnement, mais c'est ça. Quand il y a un dysfonctionnement, c'est que d'abord, ce n'est pas à nous de le remarquer. Évidemment. C'est à la justice de le prouver. Parce que vous dites, M. Kamere, je reviens, je n'ai rien contre M. Kamere. D'accord. Selon ce que moi je sais, ce qu'il aurait été reproché, il lui aurait été reproché, le détournement, tout ça. Mais la justice, au fond, a estimé que M. Kamere n'y est pour rien.
Mais la question est justement. Maintenant, scientifiquement, parce que moi je ne peux pas moi je ne remets pas en cause la décision judiciaire. Mais scientifiquement, comprenez que, en analysant les choses, est-ce que cette décision de la justice a été équitable? Nous pouvons dire non. Parce que sérieusement, on n'a pas de preuve que M. Kamere serait acquitté et qu'il serait sans faute dans cette affaire. Et qui doit intervenir pour... c'est là que je vous rejoins de la responsabilité maintenant du chef de l'État. Mais le chef de l'État, quand il intervient pour faire le dernier arbitrage, c'est en estimant que, réellement, il y a eu injustice ou justice. Pour M. Kamere, on estime que, sincèrement, il n'y a pas eu injustice. Parce que, sinon, le président de la République, dans ses fonctions régaliennes, devrait recadrer la situation. Mais puisque lui n'a pas recadré, nous estimons que on donne la raison. Alors, si c'est partisan, c'est ce que nous condamnons. S'il y avait réellement de l'ingérence politique, c'est là que nous condamnons. Moi, je reste objectif. Je ne jette pas l'opprobre sur le président de la République, mais je sais tout simplement que la responsabilité du civisme ne relève pas du président de la République tout seul. Il n'est pas le seul. Le président de la République ne peut pas te dire, monsieur Arkan, si vous marchez sur la route, excusez-moi, avec une bouteille d'eau, vous devez... Ce n'est pas ça que le président de la République fait. La conscience personnelle. Mais nous avions étudié pourquoi. La conscience personnelle, les valeurs de nos études faites, la conscience, le civisme, mais on parle de la base. La conscience personnelle, il y a l'autorité régalienne. Nous pensons que, s'il vous plaît, il est saboté par le président de la République. Justement, l'autorité régalienne intervient que lorsqu'il y a injustice ou fraude ou erreur. Mais la justice est là pour tabler. Ce n'est pas au président de la République. Moi, je viens de te faire voir que ce n'est pas le président de la République qui doit condamner Kamere. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le président de la République. D'accord. Ce n'est pas au président de la République de condamner. Ce n'est pas au président de la République de dire la loi. Il y a des gens habilités. Mais s'il vous plaît. On doit évoluer. On évolue, on gagne en temps. Allez-y. Merci beaucoup pour la parole. Ici, j'ai entendu M. Yav s'est projeté déjà à la 4e République. Je le rappelle que nous sommes à la 3e République. La 3e République, le président de la République, le président de la République, chef de l'État, joue un rôle symbolique et l'essentiel des attributions sont entre les mains du gouvernement. C'est ça l'architecture de notre Constitution. Deuxième chose que je fais remarquer, c'est quoi l'arbitrage du président de la République en tant que garant du bon fonctionnement des institutions? Comme je l'ai entendu dire ici, ça m'a donné à rire. Non, le président de la République, en tant que garant des institutions de la République, n'est pas là pour contester les décisions de la justice. Qu'elles soient mauvaises ou bonnes. Mais quand est-ce que le président de la République intervient, du moins dans le secteur de la justice, en tant que garant? C'est lorsque il y a des fautes disciplinaires constatées par les conseils supérieurs de la magistrature qui lui fait rapport en tant que magistrat suprême que le président pourra procéder soit par la révocation ou par l'annulation des sanctions disciplinaires. Non, le droit congolais ne donne pas au président de la République le pouvoir d'annuler les décisions judiciaires. C'était pas ça le débat. Donc, c'est pas ça le débat. Le débat était celui-là. Écoutez, je voudrais recadrer les choses de manière scientifique. Troisième chose. On ne parlait pas de l'annulation des décisions judiciaires. C'était très loin. S'il vous plaît, on parlait de l'arbitrage du chef de l'État. Absolument. Mais c'est ça, cet arbitrage qu'on a confondu à l'interventionnisme du président de la République dans la gestion courante du pouvoir. Comment on peut parler de ça? Troisièmement, il faut se rendre compte que l'architecture de la Constitution actuelle du 18 février 2006 voudrait en sorte que la justice est une institution au même titre que le président de la République. Justement. Au même titre que le Parlement. Donc, il ne faut pas... C'est là que nous devons redéfinir ce que nous voulons, ce que nous sommes, mais nous ne sommes pas encore devenus.
Autrement dit, dans l'imaginaire collectif du Congolais, nous ne sommes pas à la 3e République. Nous sommes à la 4e République où l'on voit le président un système présidentiel. Fortement présidentiel. Vous voyez? Pourtant, ici, nous sommes dans un système où c'est le Premier ministre qui a plus de manœuvres que le président de la République. Alors comment comprendre que la présidence de la République puisse mener des actions et engager les politiques? Bien sûr, le président de la République, parce que la politique gouvernementale de l'État est définie par le Premier ministre en collaboration avec le président de la République. C'est comme ça que le président de la République, au travers de son programme d'élection, fait en sorte qu'avec le gouvernement, il définisse, il fait une route d'ensemble. Et que sa vision soit matérialisée. Et sa vision soit matérialisée, notamment par le Premier ministre, qui, celui-là, est issu de la majorité parlementaire, laquelle majorité appartient au président de la République. Factuellement pour aujourd'hui. Pour actuellement, bien sûr. Donc, vous comprendrez, pour qu'on revienne au niveau du débat, qui était la responsabilité individuelle dans le changement collectif. Monsieur Yav est partisan que le changement... Le temps doit être donné par le temps doit être donné. Et lorsque même, c'est là qu'il y a un peu de la légèreté dans son argumentaire. Lorsqu'il s'appuie sur Mao Tse-tung, c'est quelle forme de gouvernance qu'exerçait Mao Tse-tung? Vous savez, dans la dictature éclairée, il y a des possibilités, des leviers sur lesquels un leader peut se poser pour impulser un changement qualitatif en un temps record. Ce qui n'est pas le cas avec le système démocratique actuel. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Simplement parce que aujourd'hui, combien de fois Yav, le président Tshisekedi, s'est plaint du comportement, de l'attitude du pouvoir judiciaire. Combien de fois? Il s'en est plaint plusieurs fois. Il formule des recommandations. Ceux de l'opposition l'ont même critiqué. Parce que le président de la République n'a pas d'autre choix que de laisser la justice faire son travail et de ne pas interférer. Mais dans un système dictatorial, le président de la République peut interférer, y compris dans l'instruction de certains dossiers. Mais si Tshisekedi aujourd'hui arrive à faire une telle chose, il lui sera reproché de n'être pas partisan de l'état de droit. La seule critique que moi je formule toujours à l'endroit du président Tshisekedi, c'est le fait qu'il est le partisan le plus fervent de la séparation stricte du pouvoir. Parce que à ce stade actuel, nous devons utiliser les syndromes de la poule liée. C'est-à-dire ceci. Je dis cela et je termine par là. Le syndrome de la poule liée, en renforçant, en rapport avec la justice, ce que nous avons vu, que le comportement des magistrats et juges sont des comportements qui ne favorisent pas l'équité et la justice. Dans ce sens que c'est comme une poule qui est liée. Pendant un certain moment, si on les délie, elle ne saura pas faire du mouvement. Il faudrait qu'on lui fasse un geste, qu'on lui colle une petite raclée pour que la poule se rende compte que réellement je suis indépendante et je suis libre. C'est comme cela que l'on doit traiter notre justice. Elle était aux ordres des politiques, elle était aux ordres de la corruption. Il faudrait qu'il y ait un coup de pouce et ça ne peut pas venir lorsque nous sommes partisans d'une séparation stricte des pouvoirs. D'accord. Nous allons conclure une dernière prise de parole et puis on va conclure avec la question de l'indépendance. Mais touchons quand même à cette question liée au processus électoral. Jérémy Havre, comment vous comprenez aujourd'hui la démarche de la Commission électorale nationale indépendante d'appeler les leaders de l'opposition qui contestaient et qui continuent à contester ce processus, mais également le fichier électoral? Comment vous comprenez la démarche de Denis Kadima d'appeler ses opposants à cette table que l'on peut qualifier de table de négociation? Merci beaucoup de la question, la pertinence de la question. Mais excusez-moi de le dire, j'essaie laconique. Je voudrais un peu réagir. Je m'excuse de le dire, je le dis de manière très... Rapidement, on n'a plus assez... Évidemment, alors, il y a un peu plus de confusion là-dedans et beaucoup de sens du partisanat, je m'excuse de le dire. Article 70 de la Constitution. Le président de la République, non, 71, le président de la République
Ah oui, 69. Ah ok. Le président de la République, nous y sommes, et le chef de l'État, il représente la nation et le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Ah oui. La Constitution porte en elle des dispositions légales qui font en sorte qu'aussi longtemps qu'elles ne sont pas respectées, le président peut interagir. Il assure. Actuellement, dans un cas d'une condamnation, qu'est-ce que le président peut faire? Allons directement. Mais nous laissons. Allons factuellement. Dans le cas d'une condamnation, en tant qu'arbitre, qu'est-ce que le président fait? Si vous continuez comme ça, on n'aura pas le temps de conclure, s'il vous plaît. Il dénoncerait. Le fait pour lui de nommer, alors qu'il y avait un vice de procédure, prouve qu'il y a une prise à partie. Excusez-moi. Il n'a jamais nommé en cas de vice de procédure. Jamais. Il souffrait. Il assure par son arbitrage de bon fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions. Par son arbitrage de bon fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions. Et quand on sent qu'il y a dysfonctionnement, le président de la République... La notion de l'arbitrage vous échappe. Excusez-moi. Factuellement. Factualisé. On commence à faire exactement s'il vous plaît. Qu'est-ce que le président fait? S'il vous plaît. La question est de savoir qui voudrait faire voir au président s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je m'excuse de le dire, mais vous n'êtes pas journaliste. Je vais compléter cela par cet article. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Exact. Après consultation de celle-ci, écoutez ici, il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de sa démission du gouvernement. Je m'excuse de le dire. Quand vous voulez dédouaner le président de la République par rapport à la faiblesse de l'action gouvernementale, la Constitution, son article 78 ne dit pas cela. C'est quand vous voyez le Premier ministre, pour lequel vous pensez qu'il a beaucoup de marge de manœuvre, il a beaucoup de marge de manœuvre sous la guidance, sous la houlette du président de la République, qui peut mettre en face ses fonctions au cas où... Seulement en cas de la présentation de la démission. Il nous combattait de présenter la démission. Et nous avons vu comment les cas... On a laissé ça. On ne veut pas seulement comprendre. S'il vous plaît, prise à part. S'il vous plaît, s'il vous plaît, en fait, on n'a plus assez de temps. Vous parliez du pouvoir judiciaire. Vous avez compris que vous avez pris une brèche. Et maintenant vous raisonnez, s'il vous plaît, vous prenez des mesures. Revenons. Pour vous prouver au fond que vous étiez dans une analyse aussi partisane, et la Constitution n'arrive pas à sous-entendre ce que vous vouliez naturellement laisser passer. Alors, comment comprendre la démarche du président de la République? Qui mène l'action publique? C'est le gouvernement de la République. On a vu assez de temps. Comment vous comprenez la démarche du président de la République? Naturellement, le processus électoral doit être inclusif. Le processus électoral, naturellement, doit faire en sorte que toutes les parties prenantes aux élections puissent arriver à participer à sa factualisation jusque décembre 2023, parce que c'est un processus. Ce n'est pas en décembre 2023 que, naturellement, on parle des élections. On parle des élections dès le début de la mandature du président de la République jusqu'à sa fin, donc de 2018 à ce jour. Moi, je pense que, naturellement, de manière factuelle, je suis en train de saluer l'inclusivité manifeste de la CENI. Parce que, depuis le début, l'opposition était en train de demander, bien sûr, dans un cadre un peu extra-institutionnel, de pourparler autour d'une table ronde pour qu'elle puisse mettre sur table les irrégularités qu'elle constate dans ce processus électoral. Et c'est ça qui est en train de se faire. Je ne suis pas en train de vouloir insinuer qu'il y aurait une supposée transition ou un supposé glissement, mais moi je pense qu'il est temps, comme on l'a fait chez nous à Nouvel-Élan, de signifier le fait que le fichier électoral sur lequel a reposé la loi sur la répartition de sièges était partiel par le fait que, factuellement parlant aujourd'hui, dans Rouchourou et Massissi, il n'y a pas eu d'opération de vote. Et nous avons senti naturellement que cela pouvait beaucoup plus nous verser une voie référendaire qui ferait en sorte que l'on ne puisse pas avoir 500 sièges que 484 sièges. Et les 16 sièges pouvaient, à notre sens, profiter à cette dérive subtilement dictatoriale qui profiterait à l'union sacrée de se constituer la majorité. Et je pense que le fait pour Denis Kadima, l'inviter les parties prenantes, prouve que la CENI encense son indépendance, mais jusque-là nous restons regardants. Est-ce que cette démarche pourrait mettre fin à toutes ces discussions et à toutes ces accusations portées à l'encontre de la CENI? J'en félicite énormément et sincèrement M. Kadima. C'est une démarche légale, une démarche qui a tout son sens. Et je pense que depuis les débuts de ce processus électoral, M. Kadima a prouvé noir sur blanc qu'il était à la hauteur de ces lourdes responsabilités lui confiées par
les églises. Et là, dans cette phase décisive où nous sommes entrés, je crois qu'il était importantissime de prendre part, concernant bien sûr toutes les parties prenantes à ces processus électoraux, à cette demande de la part de la CENI. C'est vrai, c'est beaucoup plus l'opposition qui a émis le vœu, hein, n'est-ce pas, parce que l'opposition avait beaucoup plus de doutes, hein, d'une manière concrète. L'opposition semblait ne pas être d'accord avec les démarches entretenues par la CENI, estimant qu'elle était une caisse de résonance pour le pouvoir en place. Alors Kadima a prouvé le contraire et je crois qu'on va lever toutes les zones d'ombre en espérant qu'il y aura maintenant cette fois-ci de la bonne foi et de la bonne volonté au sein de l'opposition pour qu'on paie et nous allions tous aux élections dans toute la transparence et surtout dans l'inclusivité totale comme nous le voulions tous depuis une période. Une démarche qui va mettre de la transparence à ces processus. Bien, il ne faut pas compter. Jamais il ne faut compter sur des personnes de mauvaise foi. Ça c'est clair. Vous savez, aujourd'hui, nous avons comme l'impression, et c'est un constat que nous faisons, que nous avons des gens qui ont des réflexes oppositionnels, narcissiques et constants. Ils sont constants dans ces réflexes oppositionnels qui voudraient faire en sorte que pour être qualifié d'opposant, il faut s'opposer à tout, y compris à un organe technique qui facilite notamment l'organisation des scrutins électoraux. C'est pour cette raison, en passant, je félicite Adolphe Muzito et son nouvel élan, qui ont compris que le jeu politique n'est pas fait simplement de cette obsession oppositionnelle, narcissique et maladif. Donc, Kadima a toujours été indépendant et un fin expert. Il le prouve à chaque étape. Hier, nos amis pensaient que l'enrôlement ne devrait pas se faire. Nous y sommes passés. Aujourd'hui, d'ailleurs, le processus de dépôt de candidature est déjà effectif. Donc, nous sommes en train d'avancer progressivement. Le temps était venu pour que les uns et les autres se rendent compte que le discours de la diabolisation de l'institution CENI n'était pas en leur faveur. Par contre, ça démobilisait leurs partisans dans leur camp. Autrement dit, aujourd'hui, nous saluons le fait que ces opposants, qui, je le souligne, on ne compte jamais sur les personnes de mauvaise foi, sont partis voir Kadima et espérons qu'ils soient frappés par un esprit de paix et de concorde nationale pour qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent se sauver et se laisser sauver par Kadima pour réintégrer le processus électoral qu'ils ont tant diabolisé et dont ils ont découragé farouchement beaucoup de leurs partisans qui risqueraient de ne jamais participer au processus électoral et ça sera à leur perte parce que nous, nos partisans, je vais vous appeler pour terminer cette émission à un exercice. À aller aux élections. Nous allons nous lever et je vais vous appeler à cet exercice. En tout cas, chacun aura 30 secondes. Je commence avec Jérémy Have. En 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire en cette date où la République démocratique du Congo commémore son indépendance? 30 secondes. Nous saluons la mémoire de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, qui a eu à lutter de manière nationaliste et patriotique pour qu'aujourd'hui nous soyons un Congo indépendant, aussi factuellement, formellement souverain, mais factuellement il y a encore à boire et à manger. Mais j'appellerai beaucoup plus la jeunesse à perpétuer la lutte de Patrice Emery Lumumba, mais avec beaucoup plus de sens et de diplomatie, avec les valeurs républicaines et les valeurs universelles. Merci. Yann Kimba, 30 secondes. Paix à l'âme de Patrice Emery Lumumba éternellement. Il a fait sa part, très chers compatriotes, vous qui nous aimez aujourd'hui. C'est à nous maintenant de relever les défis, parce que nous savons que l'œuvre de Patrice Emery Lumumba est demeurée inachevée. Avec votre concours, quand le politicien congolais comprendra qu'il faut mettre la jeunesse au centre de tous les débats, je crois que nous sommes à mesure de relever les défis. Il est grand temps, à partir de maintenant, de croire à un nouveau Congo fort et prospère. Mes chers compatriotes, le Congo que nous rêvons, que nous voulons, le Congo doit nous ressembler. Si nous sommes corrompus, le Congo sera corrompu. Si nous sommes égoïstes, le Congo de demain sera égoïste.
Et pour que nous atteignions le Congo de nos rêves, celui de Patrice Emery Lumumba, il y a une condition sine qua non. Nous devons aimer les Congos. Nous devons aimer les Congolais. C'est l'unique voie qui nous permettra d'atteindre le bonheur collectif et le développement intégral. Dressons nos fronts longtemps courbés et travaillons pour que le Congo soit plus beau qu'avant. Mesdames et messieurs, ce fut un grand plaisir de vous avoir servi dans ce numéro de carte sur table qui touche à sa phase spéciale indépendance. Merci à Simon Waka, Bian Kimba et Jérémy Havre. Et merci pour votre grande fidélité. On va se retrouver au prochain numéro. Bienvenue dans Carte sur table, votre magazine politique. Nous voulons résoudre cette question. Allons dans le social, allons vérifier les vies. Sur 100% de ces propos, 80% ne réparent pas ce qui est extra-patrimonial des gens qui ont été tués. Les Gédéon qui a tué, c'est là que je dis. Où les gens ont été tués. Attendez. Alors, si nous devons prêcher aux Congolais qu'il ne faut pas payer l'impôt parce que les routes sont en état de dégradation. Attention, ça veut dire quoi? Les entreprises ne doivent pas être considérées comme vos poches. Vous avez des preuves. Vous n'avez pas de preuves, il faut parler d'histoire avec preuves. Moi je ne crois pas. Yav d'écologie. Ils se sont attaqués Yav qui avait demandé publiquement pardon. Non, mais il a demandé. Il a demandé publiquement à qui? C'est une ribambelle de partis politiques au sein du FCC, tout autour d'une seule personne. Mais ils disent que c'est d'un idéal, les Congolais. Non, ils n'ont jamais été derrière un idéal. Le FCC, c'est quoi leur idéal? Là, je peux, par votre entremise, il faut poser la question. Là, c'est Chikata. 90% des dirigeants de la Mouka ont travaillé avec Kabila. Aujourd'hui, ils sont contre Kabila. Bemba a travaillé avec Kabila. Mouzito a travaillé avec Kabila. Qui d'autre? Vous allez me parler qui n'a pas travaillé? Qui n'a pas mangé l'argent de Kabila ici? Il y a des fauves qui guettent le Congo prêts à bondir à la moindre occasion.